bienvenue sur ce plateau pour cette nouvelle émission. Nous vivons en Île-de-France, nous logeons en Île-de-France, nous travaillons en Île-de-France. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler avec vous des problèmes quotidiens de l'Île-de-France. Et nous avons choisi d'en parler avec ceux qui sont le plus au fond des problèmes, ceux qui sont le plus près, le plus proche des préoccupations des Franciliens, et ceux aussi qui ont à répondre à toutes leurs interrogations. Alors, les maires des communes et un maire de Paris, une maire de Paris. Alors aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, honneur aux dames, Frédéric Calandra, vous êtes maire du 20e arrondissement de Paris depuis 2008. Et vous êtes, ai-je appris, 4e médiateur de la ville de Paris. Qu'est-ce que c'est qu'être médiateur de la ville de Paris ? Un médiateur, ce n'est ni un juge ni un arbitre, c'est quelqu'un qui traite de problèmes très quotidiens des gens, mais surtout de leurs conflits avec l'administration, les administrations, et en essayant de les résoudre voilà, au mieux des intérêts des personnes. Merci. Alors avec nous, Patrick Jarry, maire communiste de Nanterre. Alors vous êtes né à Nanterre, vous avez été élevé à Nanterre et vous habitez Nanterre et vous êtes maire de Nanterre. Rien de ce qui est Nanterre ne vous est étranger. J'ajoute que vous êtes maire communiste de Nanterre. Et vous, Yves Ribault, vous êtes le maire d'une charmante petite commune des Yvelines, à 30 km de Paris, au confluent de la Seine et de l'Oise. Et vous êtes maire UMP d'Andrézy. Alors merci d'être venu essuyer les plâtres, hein, c'est-à-dire participer à cette première émission. Logement, emploi, transport, tels sont les 3 dossiers que nous avons jugés prioritaires. Mais avant d'en parler, une question à vous tous. Être maire, on dit souvent que c'est à la fois le plus beau des métiers, parce qu'on est proche des gens et qu'on peut vérifier concrètement les réalisations qu'on entreprend. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est souvent un sacerdoce, parce que vous êtes tout le temps sur le terrain. Alors pourquoi avoir choisi d'être maire, Frédéric Calandra? Probablement parce qu'on aime les gens. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et sinon, il faut faire un autre métier, si tant est que c'en soit un. Et puis, parce que c'est quelque chose d'assez concret, effectivement, et qui nous ancre, oui, dans le quotidien de nos concitoyens. Et on se sent parfois un peu démuni, mais souvent quand même utile. Patrick Jarry, vous êtes... Oui, bah, j'ai envie de dire, on choisit... Vous êtes sur le pont tout le temps ? Bon, bien sûr, mais on ne choisit pas d'être maire. En tout cas, moi, je ne me suis jamais réveillé un matin en disant que je voulais être maire. Je crois que c'est évidemment... D'abord, moi, j'ai toujours été engagé dans cette ville de Nanterre, très jeune. Communiste, très jeune. Voilà, et puis, donc, de fil en aiguille, j'ai été élu municipal. Bon, sans doute, j'avais quelques qualités qui a fait que mes collègues m'ont proposé de succéder à Jacqueline Fraisse en 2004. Moi, je dis souvent, on est des ingénieurs du vivre ensemble. J'entends bien, vous êtes ingénieur de formation, ingénieur du vivre ensemble. Et vous aussi, vous m'aviez dit un jour que pour être maire, il fallait vraiment beaucoup aimer les gens. Vous les aimez toujours au bout d'un certain temps? Il faut adorer les gens. Sinon, quelquefois, on peut être déçu. Non, moi, c'est tout à fait pareil. Je cautionne complètement ce que viennent de dire mes collègues, mais on n'est pas forcément programmé pour être maire. Ce n'était pas du tout mon cas. Moi, j'ai 37 ans d'Andrézy, donc quand même, je commence à connaître, mais je suis venu effectivement par la vie locale, par l'associatif, par le besoin et l'envie de travailler localement avec la commune, avec les maires de l'époque, et c'est venu comme ça au fil du temps. Et alors, vous avez choisi d'être maire avec non-cumul des mandats, c'est-à-dire de ne pas être député. Vous pensez que quand on est maire d'une commune ou de Paris ou de Nanterre, c'est un emploi à temps complet ? Enfin, c'est sûr que ça, en tout cas, moi, je fais que cela. Je m'occupe que de Nanterre à plein temps. Bon, ça, évidemment, ça dépend de l'importance des villes, mais bon, Nanterre est une ville de 91 000 habitants. C'est une ville qui est la ville-préfecture des Hauts-de-Seine. Donc, forcément, c'est une ville où on est beaucoup sollicité, évidemment par les habitants, mais au-delà par les habitants, par l'ensemble des institutions qui sont là. Et puis aussi, c'est une ville qui est en plein développement, donc forcément, ça implique beaucoup de responsabilités.
Est-ce qu'on peut exercer plusieurs mandats ensemble? J'ai envie de dire a priori non, mais évidemment la vie politique n'est pas si simple. En gros, les femmes politiques pensent que non, il ne faut pas un cumul des mandats, que c'est très difficile. D'abord, l'attente de nos concitoyens a considérablement évolué. Ces 30 dernières années, les gens aujourd'hui attendent beaucoup plus d'un maire qu'autrefois. Autrefois, les maires étaient souvent des notables qui avaient un métier, une charge. Ils étaient notaires, médecins, etc. Ils inauguraient les chrysanthèmes, comme on disait, ils coupaient des rubans, ils participaient à certaines réunions, ils remettaient des médailles. Aujourd'hui, le métier a complètement changé. Mes collègues comme moi, on passe notre vie dans des réunions souvent ultra techniques, à monter des projets, on va se battre pour décrocher des budgets, quoi qu'à Paris ce soit un peu différent, mais voilà. Et on est sur tous les fronts, le scolaire, l'emploi, la voirie, etc. C'est du plein temps. Quand je dis du plein temps, c'est en général, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plutôt du 14 heures par jour que du 8 heures. Comme disait Martine Aubry, je les aime tellement que je les fais 2 fois par semaine. Alors, et comment est-ce que vous débrouillez pour vérifier si vos concitoyens vous écoutent? Vous avez des sites internet, tous les uns et les autres, parce que vous avez des permanences de quartier, des réunions décentralisées dans la ville. Comment vous organisez la vie citoyenne? Comme la plupart des maires ou des élus, j'ai une permanence. Je cherche à aller systématiquement sur le terrain, que ce soit à travers les initiatives de quartier, que ce soit à travers, par exemple, là, s'ouvrent les fêtes de quartier. Donc d'aujourd'hui, de samedi, demain, jusqu'au début du mois de juillet. C'est la fête des voisins, aujourd'hui, c'est ça? Ce soir, c'est la fête des voisins, donc je vais évidemment être dans tous les quartiers de Nanterre. Donc c'est sûr que on sait très très vite quelles sont les attentes. Et évidemment, il n'y a pas de surprise. En tout cas, à Nanterre, c'est comme ça. La priorité actuellement des demandes à l'égard du maire, c'est la question du logement. Alors justement, vous me fournissez la transition. Alors le logement, on a l'impression que c'est vraiment le problème principal de Paris et des communes avoisinantes. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de logement. Les personnes âgées, souvent, sont obligées de déménager parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Alors, le reportage d'Alexandre Laflèche pour nous. Véritable parcours du combattant, l'accès au logement en Ile-de-France et à Paris est devenu un enjeu très important à la fois pour les politiques et les citoyens. Qu'en pensez-vous? Nous sommes allés à votre rencontre. De moins en moins de personnes peuvent avoir accès à Paris, effectivement. La location est devenue difficile et l'acquisition pour les primo-accédants, depuis de nombreuses années, on en voit de moins en moins. Et seuls ceux qui sont déjà aidés, souvent par leurs parents, peuvent éventuellement avoir accès, mais pour le reste, ils font le choix de la banlieue et c'est obligatoire. Les étudiants, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Je trouve que les appartements sont chers en location. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi vous avez trouvé un logement HLM plutôt qu'un autre type de logement? Si je trouvais en particulier, c'est un peu plus que cher. Je connais beaucoup de gens, ça fait 5 ans par exemple, ils cherchent à se loger et ils ne trouvent pas. Pourquoi c'est aussi difficile selon vous? Ou bien il y a trop de demandes, ou bien ça coûte cher pour eux. J'ai mon fils qui habite dans le 20e, un tout petit appartement qui doit faire un peu plus de 12-13 mètres carrés et il paye 600 € par mois. Alors, ou on a des amis riches qui veulent bien se porter garant, ou des parents, et sinon il n'y en a pas vraiment comme la coloc. Moi j'ai commencé comme ça en coloc. On était entre 3 et 9 dans l'appartement de 30 mètres carrés, donc c'était squat quoi. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dû mentir au propriétaire pour lui dire que j'étais en couple, tout ça, et pas faire une coloc. Donc il a réussi à accepter, il a accepté le principe, donc voilà, il n'a jamais vu ma copine, mais plutôt mon coloc. Et vous pensez que les politiques font assez d'efforts pour aider les citoyens à se loger? Bon, je dis oui et non, quoi. Ils font des efforts, mais c'est lent quand même, très lent. Ils sont lents, les politiques. Mais par contre, il y en a quand même, ils font des efforts, quoi. Dans le temps, dans le Marais, avant qu'ils soient habités, c'était les classes laborieuses qui habitaient là. Et puis maintenant, ils sont partis. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont des salaires modestes, disons, et qui puissent rester dans Paris. Et il faut chercher, savoir surtout très précisément ce dont on a besoin et quelles sont ses possibilités. Avant de chercher, aller voir le banquier ou faire bien le point au niveau financier pour éviter de vous visiter des appartements qui ne correspondent pas parce que trop élevés.
Ma première question, ça s'adresse à vous, Frédéric Calandra. Le prix des loyers à Paris a explosé. Hein. On sait que c'est autour de 15, enfin ça a augmenté de 15 à 16%, y compris dans le 20e. Oui, oui, le 20e, le prix des loyers et à l'achat a augmenté de près de 20%. Alors, qui peut encore se loger dans Paris, à l'exception des gens qui ont déjà des appartements? Est-ce que le problème des jeunes, notamment, se pose d'une manière aiguë? Ah, mais c'est simple. Hein. Nous avons une file active de 120 000 demandeurs de logement à Paris. Pour le simple 20e, sur ces 120 000, 75 000 ont mis dans l'un de leurs 3 premiers choix le 20e. Et parmi ces 75 000, 12 000 résident ou travaillent dans le 20e. 12 000. Et actuellement, nous faisons un effort sans précédent. Nous allons sortir dans la mandature 5 000 logements dans le 20e et 30 000 au total à Paris, dont un tiers en logement spécifique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être intelligent. Dans la question du logement, il faut analyser finement la demande. L'un des problèmes majeurs, vous avez raison, ce sont les étudiants, les jeunes travailleurs, les jeunes actifs, auxquels on ne pense pas suffisamment, les personnes âgées, donc il faut sortir des résidences sociales pour personnes âgées, les personnes porteuses de handicap divers, mais aussi parfois des niches comme les chercheurs. Alors une fois qu'ils ne peuvent pas être à Paris, ils viennent chez vous, en quelque sorte. D'abord chez vous, à Nanterre, c'est-à-dire le plus près. Oui, la demande, elle est évidemment forte pour venir habiter à Nanterre. Moi, j'ai envie de dire, on paye des choix sur une longue période, hein, sur plusieurs décennies. D'abord, on n'a pas construit assez. On n'a pas construit assez de logements en Île-de-France, de toutes catégories, hein, et notamment des logements accessibles aux ressources des gens. Donc, on paye, première chose, celle-là. Deuxième chose, on paye d'avoir considéré que le logement était une marchandise comme les autres, que c'était la loi du marché qui allait réguler finalement l'offre et la demande et donc les prix. Or, la démonstration est faite non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, que le logement n'est pas une marchandise comme les autres et qu'il ne peut pas être régulé par les lois du marché. Et que donc, au contraire, sur le logement, il faut qu'il y ait un engagement public extrêmement fort pour réglementer, réguler, impulser, contrôler, mettre en œuvre. Si on n'a pas ces choix-là, alors, dans les années qui viennent, la crise va durer extrêmement longue. Non seulement elle fait souffrir des dizaines de familles, on parle des jeunes, mais la catastrophe est même plus grande que ça. Aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Nanterre, vous avez des gens qui décident de se séparer, qui le font avec intelligence comme on sait le faire au début du XXIe siècle et qui sont obligés de continuer de vivre ensemble pendant 1, 2, voire 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement pouvant accueillir finalement les deux couples, celui qui est séparé. Donc on est dans des situations vraiment extrêmement catastrophiques. Mais vous, alors, vous êtes un peu protégé, vous êtes à 30 km de Paris, vous êtes dans une ville assez aisée. Est-ce que vous avez des... Alors, je sais que vous avez fait un référendum, vous avez essayé de faire un référendum d'initiative populaire pour l'aménagement urbain dans le Rési, et vous vous êtes heurté à de très fortes résistances des socialistes, et des Verts. Alors, pourquoi C'est assez simple. En fait, on est, nous, dans une zone en plein développement. Hein. On est dans la zone de la confluence de la Seine-et-Oise. C'est une zone qui est faite effectivement de villes plus ou moins importantes. Hein. Il y a Cher-Poissy, des villes comme la mienne, Conflans-Sainte-Honorine, etc. Et vous avez surtout, on le voit bien, parce qu'à Paris, on peut difficilement se loger ou agrandir son logement quand on a une famille, ou à Nanterre, même en première couronne, on va arriver énormément de Parisiens et de première couronne sur notre territoire. Et là, il faut le dire quand même, il y a une sorte de rejet, si vous voulez, des personnes qui habitaient, comme vous dites, dans une ville très agréable, dont on ne veut pas forcément un développement. Donc déjà, un petit côté pas très raisonnable. Et là, par exemple, on vous a reproché de vouloir lotir les coteaux. On m'a reproché, si vous voulez, effectivement, de toucher aux coteaux de Lotil. Alors qu'on pouvait y toucher, mais je veux dire, de manière extrêmement... avec la protection de l'environnement qu'il fallait. J'avais protégé, d'ailleurs, les sites, les vues sur Paris. On avait créé une zone de protection du patrimoine sur la ville et sur les coteaux. On avait tout préparé, si vous voulez. Sauf que... Aujourd'hui, quand il s'agit de penser à un urbanisme, à couper un arbre, ça je pense que dans toutes les villes on connaît le sujet, mais à effectivement aménager une ville en pensant la ville dans son intégralité, en proposant un plan d'ensemble de la ville, on se heurte effectivement aujourd'hui à des discours extrêmement, non pas environnementaux, mais extrêmement écologiques, mais purement écologiques. Vous, Frédéric Calandra, qui êtes allié avec les Verts
dans Paris. Oui. Est-ce que vous éprouvez les mêmes difficultés de temps en temps à changer un square ou un... Non, parce qu'on arrive à avoir un dialogue assez productif et intelligent et on mène de front à la fois la nécessité, et ils en conviennent, parce que alors moi j'ai des Verts qui ont une fibre sociale aussi, et ils conviennent qu'il faut loger, des gens, et notamment les gens qui sont dans la mouise, voilà. Et puis, en même temps, nous essayons aussi de développer les espaces verts. Mais moi, ce que je crois, et je le dis à mes collègues, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on a une problématique qui touche l'ensemble de l'Île-de-France. Et on ne pourra la régler qu'en discutant tous ensemble. C'est pour ça que c'est créé Paris Métropole. Je crois qu'il faut des lieux d'échange, de débat, de concertation, et que les maires, et c'est pour ça d'ailleurs que ce qui vient de se passer avec le Grand Paris Express, on va en parler après dans le transport, est intelligent à un moment donné, foin des querelles stériles, il faut trouver des solutions. Et que ce soit le logement, le transport, l'emploi, ça ne pourra se trouver qu'au niveau de l'agglomération parisienne. Vous le pensez ça? Vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord sur le fond en disant qu'entre autres, Paris Métropole est une structure qui permet effectivement des échanges et d'avancer, je dirais, dans la polarité politique. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que localement, d'abord, moi c'est vrai que je ne peux pas me comparer à Paris ou à des très grandes villes comme Nanterre, mais nous, en fait, on s'est déjà structuré en intercommunalité. Je crois beaucoup, si vous voulez, aujourd'hui, en matière de logement notamment, à l'aménagement du territoire vu et choisi par un agglomérat de villes. Aujourd'hui, on l'appelle intercommunalité, communauté d'agglomération. En l'occurrence, notre ville est dans une communauté d'agglomération, aujourd'hui de 65 000 habitants, qui va passer à 100 000 dans très peu de temps. Donc, c'est à ce niveau-là, si vous voulez, que se règle l'aménagement du territoire sur les différentes communes, en accord entre nous et ce qu'on appelle le plan local de l'habitat, tout simplement. Et je crois beaucoup demain à l'évolution des PLU sur une compétence agglomération et non plus une compétence de commune. Alors, c'est vrai chez moi, mais c'est peut-être moins vrai dans les communes. C'est moins vrai à Nanterre, je pense. Non, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on ne mesure pas l'ampleur de l'évolution, de la rupture, dans d'autres temps on aurait dit de la révolution, qui doit se produire en Île-de-France par rapport au logement. En gros, actuellement, on en produit à peu près moins de 40 000. Dans les meilleures années, on produit moins. Il faudrait en produire 70 000. Bon, c'est ce qui est inscrit dans la loi Grand Paris. La région Île-de-France avait dit dans le SDRIF 60 000. Donc il faut quasiment doubler le rythme de création de logements par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et autant je pense que, par exemple, Paris Métropole donc, a été un acteur intéressant pour faire évoluer, par exemple, le choix sur les transports. Aujourd'hui, Paris Métropole est au pied du mur. Ou bien les 185 maires qui sont autour de la table décident ensemble de relever ce défi et donc de construire les 70 000 logements dont au minimum 30% doivent être sociaux, PLUS, PLAI. Et on a une chance d'y arriver, ou alors on ne relève pas ce défi et à ce moment-là, on n'arrivera pas, il ne faut pas raconter. Et ce matin, le Paris Métropole, l'Assemblée Générale de Paris Métropole débattait de ce problème. Je suis désolé, mais par exemple, l'égoïsme des maires UMP des Hauts-de-Seine, qui veulent préserver leur précaré, ne veulent absolument pas entendre parler même de 30% de logements sociaux dans le flux à construire. En gros, Paris Métropole, et y compris donc l'idée d'un grand Paris, d'une métropole peut chuter sur cette question du logement. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'idée. En gros, c'est simple les choses. Pour faire une agglomération, faire métropole, c'est faire solidaire. Ou bien on arrive à solidariser tous les territoires et tout le monde fait un effort pour accueillir des logements supplémentaires, pour accueillir des logements sociaux supplémentaires, et on arrive à résoudre une partie du problème, voilà. Ou alors on n'y veut pas. Et alors, de toute façon, moi je vous le dis franchement, la région Île-de-France n'a pas d'avenir parce qu'on ne pourra pas longtemps continuer à avoir des zones de relégation comme cela et puis des zones de résidentiel. Là, j'ai quelque chose à dire sur le logement. Pour donner une note d'optimisme, quand même, sur les Yvelines. Je parle comme mon département. C'est pour ça que le cumul des mandats est aussi assez important à ce niveau-là. Au niveau des Yvelines, on a lancé une politique très volontariste, puisque dans les 70 000 dont vous parlez, ou 60 000, on avait, nous, 7 000 par an, et notamment en Seine-Aval chez moi, à cause de l'opération internationale, 2500. Eh bien, les 7 000, on y est quasiment arrivé. Comment ? Par une politique départementale extrêmement, majorité gouvernementale, je le rappelle, parce que vous citiez l'UMP tout à l'heure, c'est quand même la majorité gouvernementale, qui a décidé
de lancer des contrats de développement de l'offre résidentielle de manière à motiver les communes, si vous voulez, à créer du logement. Et ça a marché. On est passé de 3 700 à 6 000 logements par an. Donc on est dans la bonne contribution et dans la bonne marche. Donc voix pessimiste, enfin appel. J'acte qu'il y a effectivement un certain nombre de maires, EMP ou divers droites aujourd'hui qui prennent conscience de l'ampleur du problème de la crise du logement et qui sont prêts à dépasser les considérations idéologiques pour se dire, la question c'est pas de savoir est-ce qu'il faut construire tel ou tel logement ou tel autre. Et le problème c'est de savoir forcément, il faut construire des logements pour ceux qui n'en ont pas ou pour ceux qui en ont besoin. Alors, ceux qui en ont besoin sont des gens, évidemment, qui ont des ressources faibles. C'est aussi des salariés, les gens, par exemple, de chez AXA ou de la Société Générale à la Défense, se loger pour de jeunes salariés, de jeunes ingénieurs, pas simplement, etc., pour des gens qui sont très en difficulté. Grosse difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques élus, quelques maires qui sont dedans, et c'est un peu la petite lueur d'optimisme. Mais ne nous cachons pas que, y compris actuellement, la réaction d'habitants d'Andrézy ou d'ailleurs vis-à-vis de l'idée d'avoir des villes qui soient plus ouvertes, plus diverses, plus accueillantes évidemment pose problème à un certain nombre de gens. Alors nous allons nous interrompre pour une petite pause.